Bonjour et bienvenue dans le deuxième Café des luttes de la FNME-CGT. Aujourd'hui, un sujet hautement sensible, le projet Hercule du gouvernement de réorganisation des entreprises du groupe EDF et la potentielle privatisation d'une grosse partie de secteur énergétique au sein du groupe EDF. Ce dossier-là, c'est aussi à nouveau une nouvelle phase de cloisonnement dans les activités historiques d'EDF que tout le monde connaît. Vous savez, la production d'électricité, la question de la distribution d'électricité, les agents qui vont jusqu'au compteur électrique. C'est tout ça, les enjeux derrière, les enjeux de service public de l'électricité notamment. Mais c'est aussi pour les salariés des interrogations sur leur devenir, sur le statut des travailleurs demain dans cette nouvelle organisation qui va révolutionner l'organisation d'EDF. Alors vous l'aurez compris, la FNME-CGT est fermement opposée, tout comme les autres fédérations syndicales, à ce projet de casse d'EDF intégré, tel qu'on le souhaite à la FNME-CGT. C'est pour ça qu'une lutte s'enclenche dès le 19 septembre prochain en intersyndicale, avec interpellation bien évidemment des directions, mais aussi du ministère et de la population sur le devenir d'EDF. Alors avec moi aujourd'hui deux invités, à ma gauche Sandrine Roche qui est issue du commerce d'EDF, elle se présentera, et à ma droite Stéphane Tison qui lui est issu d'Enedis, la distribution d'électricité, qui se présentera aussi de suite. Alors tout d'abord, on va commencer par des questions vers Sandrine. Sandrine, toi qui es du commerce, donc qui t'occupe du lien avec les usagers, avec leurs factures, ce qui est quand même important. Pour toi, c'est quoi les impacts, les incidences pour les salariés, mais aussi pour la relation avec les usagers de ce dossier Hercule positionné par la direction d'EDF et le gouvernement Macron? Laurent, le sujet est complexe. Si j'ai envie de parler en premier lieu des clients, puisque c'est eux qui vont être déjà impactés, ils l'ont déjà été depuis 12 ans, que la concurrence, le capital a été ouvert dans les industries électriques et gazières. Il faut aussi comprendre les incidences sur les salariés de l'entreprise, de la direction commerce, pour bien comprendre que ce ne sera pas neutre pour les clients. Depuis 14 ans que l'ouverture du capital s'est produite, la concurrence est ouverte peu à peu sur les clients professionnels, puis sur les clients particuliers depuis 2007. Et depuis 2007, la facture n'a fait qu'augmenter. La concurrence n'a pas joué son rôle. Pourtant, on nous promettait une baisse de la facture pour tous les usagers. Comme dans d'autres secteurs qui ont été libéralisés, ce n'est pas les usagers qui en ont reçu les bénéfices. Dans les télécoms, on a bien vu que ça n'a pas joué son rôle non plus. Les clients se perdent dans la jungle des offres tarifaires. C'est déjà le cas pour EDF, avec ces 40, je crois, concurrents maintenant qui existent, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et pour le coup, ça profite à qui en fait ? Aux spéculateurs qui viennent s'engouffrer sur les marchés de l'énergie. Je penserai en premier lieu à Total, qui ne se gêne pas pour venir profiter de la production d'EDF, tout en prenant les clients qui, ne sachant pas à qui ils ont affaire et ne comprenant pas bien les mécanismes, vont se faire avoir sur la facture. On leur garantit des prix bas pendant, certes, une petite période de 2 ans, mais d'abord, c'est des prix plus bas sur 30 à 35% de la facture et non pas sur le total en bas à droite de la facture, ce que beaucoup d'usagers ignorent. Ah, donc c'est pas 10% de la facture, mais en fait c'est à peine 3%. Absolument pas. Ils ne peuvent jouer que sur une marge, une petite marge de la facture. Alors comment ils jouent ? Ils jouent avec la loi du marché. Ils vont se fournir en dessous du prix de la fameuse arène que le projet Hercule risque de bousculer, quand les prix du marché sont en dessous, pour pouvoir faire des bénéfices. L'AREN, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, c'est ce qu'on appelle l'accès au réseau électrique nucléaire historique, c'est-à-dire une partie de la production nucléaire d'électricité qui est donnée aux opérateurs privés. Une grosse partie. C'est pour le moment 25% de la production, donc l'accès régulé au nucléaire historique qui est donné, donné à 42 € du mégawatt. EDF rentre juste dans ses frais. Donc à ce jour, c'est 25%. Ça pourrait passer, si la loi passe, si c'est acté, à plus de 37% de la production d'EDF. J'entendais l'autre jour un sénateur qui disait que c'était comme si on demandait à un boulanger de prendre une partie de sa production de pain, de la récupérer, et puis pour que les autres boulangers à côté la vendent, mais un tarif ras des pâquerettes, le tarif de production, sans qu'ils fassent de marge dessus. C'est le même système. Exactement. Et nous, à la direction commerce d'EDF et ça, on est un petit peu
un petit peu schizophrène entre les concurrents et puis notre entreprise EDF SA, à qui on achète la plus grosse partie de la production qu'on revend à nos clients. Et du coup, le projet Hercule, par rapport à cette situation qui est déjà existante d'ouverture des marchés à la concurrence, ça a quel impact direct sur justement la partie commerce d'EDF? Eh bien, en 12 ans, les effectifs ont réduit de 35%. On est passé de 12 500 salariés à 8 200 à ce jour. Et les projections de l'entreprise sont encore des réductions d'effectifs drastiques dans les 2 à 3 ans à venir. Et je ne parle même pas du projet Hercule, parce que le projet Hercule, pour nous, clairement, c'est des menaces de filialisation, avec tout ce que ça impacte derrière, de perte de garantie collective pour les salariés, le statut. On ne sait pas. On pense que les nouveaux embauchés, le peu qu'il pourrait y avoir, ne seraient pas au statut. Et de toute façon, à date, là, aujourd'hui où on se parle, Laurent, c'est 55% des conseillers clientèle qui répondent aux clients qui ne sont pas statutaires à EDF. Ce sont des prestataires externes. D'ailleurs, tu m'arrêtes si je dis aussi une autre bêtise, mais a priori, les concurrents d'EDF, donc ceux qui sont dans le marché, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, ils n'ont plus de travailleurs qui sont statutaires des industries électriques et gazières, c'est que des opérateurs extérieurs. Alors, Engie, je ne m'avancerai pas, je crois savoir que sur la partie commerce d'Engie, il y a encore quelques agents au statut, mais en tout cas, toute la relation client a été sous-traitée, mais même pire, offshoreisée dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc tu penses qu'on va prendre le même chemin aussi côté groupe EDF? Ah, c'est une menace. On est passé de 30% de main-d'œuvre externe sur des fallacieux prétextes de il faut former nos agents sur des nouvelles technologies, donc on a besoin de disponibilité de main-d'œuvre. On n'a jamais récupéré les emplois statutaires. Jamais. Donc c'est pas le projet Hercule qui nous rassure sur ce sujet-là, en tout cas. On risque fort. Là, en ce moment, la direction ferme des sites, a déjà fermé, comme les usagers ont pu le constater, toutes les boutiques en 2 ans. Ça a été très très vite. Pourquoi fermer les boutiques? Parce qu'on a perdu des parts de marché, parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes conditions de coût que nos concurrents. Il faut rappeler qu'aucun de nos concurrents n'a de boutique, de point d'accueil physique de proximité sur le territoire. Nous en avions encore 160. On n'en a plus aucun à ce jour. C'est vrai que pour le coup, la relation aux usagers devient de plus en plus compliquée. C'est que par téléphone, taper 1, taper 2, taper 3. Oui. Des fois, c'est des heures pour avoir quelqu'un au téléphone. Donc ça, c'est les conséquences de la déréglementation telle qu'elle a été construite depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc du coup, le projet Hercule, c'est encore plus de déréglementation dans ce sens-là. Ça va aggraver encore les choses. Les clients n'ont pas perdu que sur le prix de leur facture. Ils ont perdu en qualité de service. Un prestataire externe qui est payé à bas coût, que ce soit même en France, parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes que dans une grande entreprise intégrée où le processus de coût était optimisé et on pouvait se permettre d'avoir une qualité de prestation. C'est sûr qu'en morcelant tout le processus de la production à la commercialisation, on désoptimise chaque partie. Et tout le monde y perd. Les salariés, les clients finaux qui sont obligés de prendre leur ordinateur tous les jours pour aller faire, ou leur smartphone pour aller se mettre en service. Et puis au téléphone, il faut aller de plus en plus vite. Et donc on ne peut pas faire de la qualité en allant de plus en plus vite, c'est pas possible. Et puis aussi, c'est le passage d'une activité de conseil à une activité de vente aussi de services. De vente de tarifs. Alors les tarifs, si tu me permets d'en parler 3 minutes. Bien sûr. EDF pour le moment vend encore le tarif réglementé de vente pour les particuliers. Ce tarif réglementé n'existe déjà plus depuis 2 ans pour les professionnels. Que voudra le projet Hercule? Qu'est-ce qui sera négocié? De toute façon, les tarifs réglementés de vente qui protègent peu ou prou le client lambda d'une hausse et de la volatilité du marché de l'électricité pourraient très bien ne plus exister au maximum à 2025, peut-être avant. Donc ça veut dire une flambée potentielle des prix, si j'entends. Exactement. Alors donc du coup, c'est quand même le cœur aussi du service public, la question d'un tarif au meilleur coût possible, au plus juste coût, pour que l'ensemble des services puissent se développer en termes de services publics, la proximité avec la population, etc., la proximité avec les collectivités territoriales. Donc là, je me tourne maintenant vers Stéphane. Stéphane, toi, dans l'entreprise Enedis, Enedis, c'est la distribution d'électricité, c'est la relation directe entre l'usager et puis les personnes qui interviennent sur les réseaux électriques de proximité. Donc toi, le projet Hercule, comment est-ce que tu estimes les conséquences et les impacts de ce projet sur l'activité d'une part des agents de la distribution, mais aussi sur la relation de service public de proximité? Spécifiquement, oui, sur Enedis, le projet Hercule,
On va retrouver à peu près le même cheminement que Sandrine vient d'exposer pour la branche commerce. Donc en effet, tu l'as dit, on va jusqu'au compteur bleu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous demandez une intervention sur votre tableau de comptage, logiquement, on a une voiture bleue qui arrive chez vous pour faire soit une modification de tarif ou soit une mise en service ou une résiliation. Aujourd'hui, concrètement, c'est dans le projet Hercule une ouverture du capital entre 35 à 40% dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps parce qu'on voit bien la logique de la réglementation qui est faite depuis 20 ans, comme tu le disais tout à l'heure. On est sur un pas supplémentaire, c'est-à-dire on a passé les bases d'optimisation. Enedis était une filiale où faisait remonter beaucoup de cash à la maison mère d'EDF. Aujourd'hui, il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, on va autoriser le capitalisme à rentrer dans les fonds propres de cette entreprise et justement d'avoir un accès direct, je dirais, au pompage des fonds d'Enedis. Du coup, ça aura des incidences sur les activités et sur l'intervention notamment. Voilà, tout à fait. Alors déjà, entre je dirais, les fonds propres d'Enedis, mais aussi les choix de gestion, ce qui est important, c'est-à-dire comment on dirige l'entreprise, on le voit déjà même en amont des annonces d'Hercule, une dégradation de services publics rendus à la population. Je m'en explique. Aujourd'hui, tu parlais de fermeture des plateaux clientèle, ils sont appelés comme ça, donc une proximité pour les usagers. On a le même, je dirais, cheminement qui arrive aussi sur le côté technique, c'est-à-dire ceux qui viennent réparer les compteurs, de faire un branchement ou de faire un dépannage. On se rend compte que ces sites-là commencent aussi à se rarifier, c'est-à-dire qu'on recentre la cartographie un petit peu d'Enedis avec ses bases techniques, et du coup, de fait, on a un allongement des distances avec l'usager qui a un besoin, mais aussi pour le salarié. J'ai entendu dire que les travaux suite à intervention étaient différenciés en fonction des régions. Typiquement, sur Paris, des délais d'intervention très rapides, quand en province, les délais sont énormément accrus. Alors oui, évidemment, il y a des délais d'intervention qui sont notamment très notoires. Il y en a qui ne sont pas remis au lendemain. Je sais que sur l'Île-de-France, les interventions se font je dirais, en continu. Sur certaines régions, je dirais un petit peu plus rurales, on se permet peut-être de remettre à lendemain. Mais du coup, c'est une disparité quand même dans le traitement du service public pour la population. Du coup, on a une perte, oui, bien sûr, on a une perte d'égalité de traitement sur la péréquation qui enveloppe la qualité de fourniture, l'égalité de traitement, mais aussi le tarif, comme on en parlait tout à l'heure. Et demain, avec Hercule, ça va s'accentuer cette situation ? De fait, je pense que la meilleure réponse qui a été faite, on l'a bien vu sur les autres services publics, lorsqu'on ouvre au capital, de fait, l'usager en pâtit. Et néanmoins, c'est toujours les fonds qui vont aux actionnaires qui gonflent. D'ailleurs, on est pays record à donner aux actionnaires cette année un nombre de cash qui sont remontés pour eux. Moi, ce qui me paraît important, c'est cette proximité qu'on a tombé, mais aussi la qualité de service rendu, c'est-à-dire des pannes ou des remises en service le lendemain, avec des plateformes de dépannage qui sont de plus en plus centralisées, de plus en plus loin des usagers, mais aussi plus loin des agents qui sont là pour rendre le service public aux usagers. Alors, oui. Il me semble qu'il y avait une règle sur le délai d'intervention auparavant. On disait qu'il fallait qu'on intervienne en tant de temps maximum. Alors, ça existe toujours, ça ? Alors, il y a toujours cette notion, mais on est plutôt sur le temps nécessaire. Donc, c'est-à-dire le temps nécessaire de se rendre à un point A, à un point B. Et bon, vous aurez vite compris qu'en effet, si je suis à 80 km de l'endroit où est le dépannage, le temps nécessaire sera sur les 80 km, quel que soit aussi le relief, quoi. Donc à côté de ça, on a aussi une installation d'activités qui sont faites, et notamment sur les branchements, ceux qui montent au poteau pour alimenter vos maisons, mais aussi la relève, qui n'est faite forcément par Enedis, et ça, on est un peu dans le même cas de figure de prestataires, avec des garanties collectives pour le coup un peu moindres par rapport aux agents, mais aussi une perte de savoir-faire aussi pour les agents d'Enedis, que de plus forcément connaître son réseau, un manque d'activité, voire de pouvoir monter en compétences. Voilà, on a quand même quelque chose qui commence à se rétrécir pour les usagers. On s'éloigne du service public, en fait, dans les actes de tous les jours, des actes techniques, des actes de contact avec l'usager, d'après ce que tu exprimes. Tout à fait. On perd ce contact. On a même, j'aurais une petite mise en demeure de dire, vous n'avez plus à avoir de contact avec les usagers. Vous êtes là pour raccorder le câble du poteau au compteur. Si on vous pose une question un petit peu plus technique, voire peut-être commerciale, ce n'est plus votre rôle. Sachez qu'avant, moi, j'étais technicien. J'avais ce rôle aussi où on pouvait renseigner, donner le paiement, d'encaisser
le chèque de revenir et l'usager était content, en 1 heure tout était bâclé. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est des plateformes téléphoniques pour Enedis, pour un dépannage, et ça prend un temps infini. Donc si j'entends bien, demain avec le projet Hercule, cette privatisation rampante d'Enedis qui s'annonce, ça va être encore plus de pression, plus de rentabilité appelée, donc moins de techniques sur le terrain pour intervenir, pour répondre aux usagers. C'est un peu ça le message qu'on peut faire passer sur le domaine de la distribution. Je pense que c'est une attaque en règle au service public que doit la nation auprès de ses usagers. C'est une nouvelle... Et je pense que là, la FNME CGT a des projets concrets justement pour s'opposer. On dit toujours que la CGT s'oppose, mais nous on a des propositions à faire valoir. Voilà, c'était de ça qu'on parlait aujourd'hui dans le cadre du comité exécutif de la fédération, un contre-projet au projet Hercule du gouvernement et puis de la direction d'EDF, avec plus de services publics, ça c'est notre engagement, c'est notre volonté, c'est ce qu'on porte au quotidien, avec un changement de philosophie, une sortie du marché de l'électricité, parce qu'aujourd'hui on voit bien que depuis la naissance du marché de l'électricité, c'est l'accroissement de la précarité énergétique. Aujourd'hui, 13 millions de foyers en France sont en situation de précarité énergétique. Donc ça veut dire pas la capacité de se chauffer tout le temps, etc. Donc une dégradation aussi de l'habitat, des conditions de vie, de l'espérance de vie au bout du compte. Donc on voit que l'énergie, c'est un secteur qui est quand même d'une importance stratégique et primordiale. Nous, on le dit à la FNME CGT, c'est un bien de première nécessité, l'électricité. Donc il faut qu'on le traite d'une manière centrale dans le cadre du développement du service public. C'est pour ça, y compris qu'on revendique, par exemple, la TVA à 5,5. Il me semble que, toi, Sandrine, qui est en contact avec les usagers, si tu leur annonces demain on passe d'une TVA de 20% à 5,5, forcément il y aura une réaction positive. Je pense que la plupart des usagers ne savent pas qu'il y a 35% de taxes sur leurs factures. Moi j'ai fait le test autour de moi, beaucoup de mes amis ou de mes proches ne savaient pas qu'ils payaient 35% de taxes sur leurs factures. L'électricité ne doit pas être une marchandise, ne peut pas être, c'est un non-sens. D'autant qu'il y a une de ces taxes qui était là pour financer, soi-disant, le développement des énergies renouvelables, oui. La contribution sur la CSPE. La CSPE, la fameuse CSPE. Cette taxe-là, aujourd'hui, en fait, toute la partie financement des énergies renouvelables a été transférée sur la taxe TICPE sur les produits pétroliers. Et donc, en fait, la CSPE, la moitié de cette taxe-là, ne fait qu'alimenter les caisses de l'État sans direction directe, sans être dirigée sur la transition énergétique. Donc ça, c'est un propre scandale. Les gens payent des taxes qui ne vont pas dans le sens de ce qu'elles ont été déterminées au démarrage. Donc c'est pour ça que côté FNME, nous, on revendique que la suppression pure et simple de ces taxes, que ce soit la TVA, avec dans un premier temps une TVA à 5,5 comme produit de première nécessité, mais aussi pourquoi pas dans l'absolu. Si c'est un produit de première nécessité, pourquoi pas une taxe à 0% dessus, parce que c'est une nécessité pour la vie de tout le monde. De même, au-delà de la TVA, il y a aussi, comme c'est un bien de première nécessité, c'est qu'on proclame aussi qu'il ne doit pas avoir de coupure ou de réduction d'énergie, quoi. Ça me semble, surtout pour les gens qui sont en situation précaire, et il est inconcevable de pouvoir se soustraire à l'énergie qui est un bien vital au quotidien, quoi. Tout à fait. Ça fait partie des revendications sur le droit à l'accès à l'énergie, bien évidemment, et le droit à pouvoir consommer librement de l'énergie pour pouvoir vivre ça dignement. Ça, c'est très, très important. Avec le projet Hercule, on peut craindre que la précarité énergétique, d'ailleurs, ne s'aggrave. Parce que quand on a une pléthore comme ça de fournisseurs, il y a certains fournisseurs qui ne vont pas s'encombrer des clients les plus compliqués, on va dire, les plus difficiles à recouvrer, ceux qui sont dans la précarité sociale. Cette notion de solidarité qui était inclue notamment dans les missions de service public, elle est en train de s'effacer complètement. Tout à fait. Alors après, autre sujet quand même, c'est la question de l'avenir climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que, d'après vous, le projet Hercule demain, ça va permettre aux outils de l'État que sont normalement le service public d'aller dans le sens d'une transition énergétique qui lutte réellement contre le réchauffement climatique? Moi, je pense que là, on est sur un démantèlement de l'ensemble du champ de l'énergie. Je pense que le service public doit permettre une cohérence de l'ensemble des traitements d'une chaîne qui est pour l'électricité, par exemple. Quand on a une cohérence industrielle sur le champ de l'énergie, obligatoirement, on fait attention à l'environnement. Et l'environnement, c'est la seule réponse pour l'environnement aujourd'hui, c'est une gestion collective par un service public sur l'énergie. C'est ce qu'on exprime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate à la FNME CGT, c'est qu'il y a un besoin de planification de la lutte contre le réchauffement climatique et que seul un service public en force, etc., de proximité, permet de gérer cette planification et de développer réellement des outils pour contrer le réchauffement climatique. Or, aujourd'hui, malheureusement, ce qui nous est annoncé, c'est un démantèlement et pour le coup, on renvoie ça au privé et on voit
voit les détournements qui ont pu avoir lieu dans la dernière période sur la question du financement, du développement, de l'isolation, etc., il vaudrait mieux, tout ça, le réintégrer dans les activités du service public demain. Sincèrement, comment on peut dire que l'écologie pourrait être gérée et bien gérée par des intérêts privés? C'est juste un non-sens. Il faut une vraie politique énergétique qui passe par un projet industriel et qui garantisse un projet de lutte contre le réchauffement climatique. Les politiques qui ont été menées depuis 1946 dans le cadre d'EDF-GDF, qui étaient alors des établissements publics, ont permis, alors qu'on n'en était pas encore à parler de réchauffement climatique en 1970, l'indépendance énergétique du pays, et en plus on produisait quasiment majoritairement une énergie décarbonée. Qui peut se vanter de faire ça actuellement? Donc c'est bien ça, je pense, le message de la fin, c'est que pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, pour répondre aux besoins fondamentaux que la nécessité d'avoir accès à l'énergie, etc., derrière le développement économique d'une nation, il y a nécessité de revenir à un véritable service public de l'énergie. Quand on voit qu'on n'a pas de ministère de l'Industrie, tout est dit. Voilà, c'était le deuxième Café des luttes. On vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreux et à un prochain numéro.